Bonjour à tous. Dans le cadre du salon Transfert 2020, la Banque Populaire de Rive de Paris vous propose cette émission dédiée à l'accompagnement dans le cadre des FUSAC. Comment estimer, vendre ou racheter son entreprise. Deux experts vont vous donner dans quelques instants des clés pendant une trentaine de minutes. Mais juste avant de vous les présenter, je tenais à vous rappeler que la Banque Populaire Rive de Paris est le partenaire historique du salon Transfert, et cela depuis sa création. Aujourd'hui, en France, une entreprise sur trois a un dirigeant de plus de 55 ans, ce qui signifie que près de 300 000 entreprises seront concernées par leur transmission dans les 10 prochaines années. Son estimation, son rachat, sa vente, ce sont donc des moments importants, forts, que vous devez donc vous faire entourer d'experts. Je vous présente Denis Coudercher, bonjour. Bonjour Stéphane. Vous êtes directeur grandes entreprises et des ingénieries à la Banque Populaire Rive de Paris. Merci d'être avec nous. Merci. Face à vous et avec nous, Jean-Philippe Ferry, bonjour. Bonjour Stéphane. Vous êtes président de l'association Initiative Essonne, premier réseau associatif de financement et d'accompagnement des créateurs d'entreprises. Vous êtes également expert comptable et commissaire aux comptes. Alors vous qui nous suivez, sachez que vous pouvez à tout moment prendre rendez-vous avec les experts, les conseillers de la Banque Populaire Rive de Paris via la plateforme du salon Transfert. Avant d'échanger, de vous présenter les différentes missions d'accompagnement de la Banque Populaire Rive de Paris dans le cadre des transmissions, cessions et FUSAC. Quelques chiffres d'abord qui font un état des lieux de la situation au premier semestre 2020. C'est une étude In Extenso Finance qui dresse le panorama semestriel des cessions et acquisitions des PME. Vous avez pris connaissance de ces études. Quels sont les éléments importants à retenir, Jean-Philippe, Denis, de cette étude? Le marché s'est accéléré au mois de mars, il nous semble. Oui, il s'est accéléré en début d'année pour naturellement fortement se tendre avec la période de crise sanitaire, qui ont vu une contraction de près de 40% des deals sur la période. Et d'ailleurs, l'étude qui est faite sur toute la France montre, quelles que soient les régions, finalement la contraction du nombre d'opérations s'est réalisée dans les mêmes proportions. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir que la nature des deals, l'âge des personnes qui font les deals, ça reste des données relativement stables. C'est une étude qu'on suit d'année en année et là, c'est intéressant de voir cette stabilité. On a noté un accroissement des disparités entre des entreprises de la tech, du digital, des télécoms, de l'agro versus des entreprises du tourisme, du BTP. Là aussi, c'est un élément important, Denis. Oui, tout à fait. Je confirme les propos de Jean-Philippe. On constate depuis la crise une diminution du nombre de transactions. Ça se voit dans les équipes de financement structuré ou dans les équipes dans les fonds d'investissement qui traitent moins de dossiers. Bien évidemment, il y a certains secteurs par nature résilients qui ont pu profiter entre guillemets de la crise et qui donc aujourd'hui continuent à se vendre et continuent à être achetés par différents acquéreurs. Le volume des transactions est en baisse depuis le début de l'année, mais c'est somme toute assez logique compte tenu de la crise sanitaire et économique que l'on vit. C'est parfaitement logique. En effet, il y a une période d'incertitude. L'environnement est compliqué aujourd'hui pour les dirigeants d'entreprise. Et donc, dans un environnement compliqué, c'est plus difficile de prendre des décisions. Donc, certaines décisions, pour le moment, sont reportées. Voilà, on verra quand même qu'une crise ne doit pas freiner et peut être justement une opportunité pour pouvoir céder et vendre son entreprise. Dans un instant, nous allons passer donc en revue les différentes formes d'accompagnement que la Banque Populaire Rive de Paris propose aux entreprises dans le cadre d'une transmission, cession ou reprise. Mais juste avant, ce témoignage, celui de Chantal Delarare, elle a été accompagnée par la Banque Populaire Rive de Paris dans la cession de son entreprise. Je vous propose de l'écouter. Bonjour, je m'appelle Chantal Delarare, j'ai 68 ans et je suis cliente de la Banque Populaire Rive de Paris depuis près de 30 ans, tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Actionnaire majoritaire d'un holding financier que j'avais créé en 1993, j'ai été la dirigeante opérationnelle de ces filiales d'exploitation. Et c'est fin 2016 que j'ai décidé de préparer ma succession en vendant 3 d'entre elles et en transmettant la 4e à 2 de mes collaborateurs qui sont proches de moi depuis une vingtaine d'années. Dans cette démarche et en coordination avec le directeur de mon agence banque privée, j'ai été appuyée par les services ingénierie patrimoniale et cession et transmission de la banque, mais aussi 2 de ses partenaires dédiés, le cabinet d'avocats FIDAL et le cabinet de fusion d'acquisition
Adviso Partners. Des réunions plénières et régulières ont été planifiées pour valider et sécuriser toutes les étapes de ces transmissions. Évaluation des entreprises, recherche d'acquéreurs, négociation, montage et rédaction des actes juridiques. Pendant plus de 18 mois, j'ai ainsi bénéficié de conseils pluridisciplinaires en matière juridique, fiscale, comptable et patrimoniale, mais surtout d'une écoute et d'un professionnalisme qui m'ont permis d'optimiser tous les paramètres de mes transactions, et aussi la pression émotionnelle liée à ces opérations. Je les remercie tous infiniment. Voilà donc le témoignage de Chantal Delarare, chef d'entreprise qui a été accompagnée par la Banque Populaire Rive de Paris dans le cadre de la cession de son entreprise. Avant d'aborder les différentes phases d'accompagnement, Denis, Jean-Philippe, des questions un peu basiques pour les chefs d'entreprise qui nous regardent aujourd'hui. Quelles sont les différentes étapes justement quand on a pour le projet de transmettre et de vendre son entreprise? Par quoi est-ce que l'on doit passer, Denis? Alors au départ, on va commencer par une phase d'évaluation de son entreprise pour avoir une idée de la valeur de l'entreprise et puis ensuite en déduction de la valeur de ses titres, puisque la différence entre la valeur de l'entreprise et la valeur des titres, c'est l'endettement de la société. Ça, c'est la première phase. Ensuite, on va chercher souvent un conseil pour mener cette transaction, mener cette opération. Le conseil va avoir en charge de prendre l'information, de la structurer, de prendre toute l'information à disposition de la société, de la structurer, de la mettre en forme dans un mémorandum d'information. Et c'est au travers de ce mémorandum qu'il va aller approcher différents acquéreurs sur le marché, qu'ils soient des fonds d'investissement, qu'ils soient des personnes physiques repreneuses d'entreprises. Ensuite, il va rentrer dans tout un processus itératif d'acquisition avec recherche de marques d'intérêt, puis ensuite de lettres d'intention de la part de ses acquéreurs potentiels. Enfin, il va donner une exclusivité et puis ensuite, il va mener jusqu'au bout la transaction en finalisant tous les paramètres juridiques et financiers de la transaction entre le vendeur et l'acquéreur. On reviendra en détail dans un instant sur ces différentes étapes. Jean-Philippe, quels sont les délais nécessaires? À partir de quand un chef d'entreprise doit-il commencer à se poser la question de savoir à qui et quand je vais céder mon entreprise? Le délai, il est assez variable, mais il va dépendre essentiellement d'un élément majeur, c'est la stratégie que s'est donnée le chef d'entreprise. Parce que dans les phases amont de celle qu'évoquait Denis, il y a toute la dimension qu'est-ce que je veux faire de mon entreprise? Est-ce que je veux la céder? Est-ce que je veux la transmettre? Et ça répond quand même à une stratégie propre des dirigeants. Donc cette dimension stratégique, c'est une dimension d'accompagnement qui peut être relativement longue en amont du processus de session. Une fois que la décision est prise et qu'on est rentré dans les phases qu'évoquait Denis, on est dans un processus temps qui va s'échelonner de 8-9 mois minimum et ça va jusqu'à 15 à 18 mois. On est dans un processus qui est quand même un processus relativement long parce qu'il y a des parties prenantes qui chacune ajoutent des temps qui à la fin font un temps important. Denis, je suis chef d'entreprise. Qui sont les interlocuteurs indispensables avec lesquels je vais devoir traiter dans tout ce process? Alors à la Banque Populaire Rive de Paris, les interlocuteurs sont des ingénieurs financiers, spécialistes de la cession-transmission, qui sont parfois également accompagnés par des ingénieurs patrimoniaux, eux qui sont plutôt spécialistes de l'organisation patrimoniale de la société, sur un volet plutôt privé pour le dirigeant, puisque bien souvent les considérations de vente de l'entreprise sont souvent guidées par des considérations personnelles avant tout. Et donc ce sont ces personnes qui vont intervenir auprès des chefs d'entreprise pour les conseiller du mieux possible sur la transaction qu'ils souhaitent réaliser. Alors une fois que l'on décide de vendre son entreprise, la première étape importante évidemment et dans laquelle la Banque Populaire Rive de Paris vous accompagne, c'est l'évaluation de votre entreprise. Je vous propose de découvrir cette vidéo qui témoigne du process d'évaluation d'une entreprise. Regardez. Bonjour à tous, je suis Swan Chaler, je suis ingénieur financier en cession de transmission d'entreprise au sein de Banque Populaire Rive de Paris et je vais aborder avec vous notre activité sur les évaluations d'entreprise. Alors comment s'effectue la valorisation d'une entreprise? C'est un processus que nous réalisons en plusieurs étapes. D'abord et avant tout, l'analyse évidemment des états financiers historiques, complétée lorsque c'est possible par une analyse comparative sectorielle. L'évaluation d'entreprise implique d'avoir une vision normative de l'activité, c'est-à-dire de neutraliser tous les éléments qui viennent biaiser la lecture des comptes historiques. Cette analyse, elle doit vous permettre de comprendre le modèle économique de l'entreprise, comment évolue son cycle d'exploitation, à quelles étapes elle se situe dans son cycle d'investissement et enfin sa structure financière en termes de capitalisation, d'endettement et de trésorerie.
Lorsque c'est nécessaire, nous procédons donc à des retraitements toujours dans cet objectif de vision normative des comptes. Cette approche financière, elle doit évidemment être complétée par un diagnostic qualitatif de l'entreprise qui va permettre d'identifier et mettre en lumière les forces et faiblesses. Enfin, nous travaillons avec nos clients à l'élaboration d'une projection dans le cadre d'un business plan qui se doit d'être en cohérence avec le passé de l'entreprise. Ces projections devront tenir compte des capacités de production actuelles, des investissements à venir et du mode de financement possible pour y parvenir. C'est à ce moment précis, seulement maintenant, que nous pouvons entrer dans les méthodes de valorisation. Le choix des méthodes et des paramètres qui seront utilisés, ils dépendront du secteur d'activité dans lequel évolue l'entreprise. Et là encore, Banque Populaire Rive de Paris connaît son tissu économique et donc est en mesure d'adapter les méthodes de valorisation à la typologie de l'entreprise. Une fois la valeur moyenne déterminée, nous analysons la capacité de l'entreprise à rembourser une dette d'acquisition dans le cadre normal de son activité, après avoir financé son activité, son exploitation, ses investissements, remboursé ses emprunts. Quel est le montant qu'il nous reste pour éventuellement pouvoir distribuer un dividende? Ainsi, cela permet d'amorcer un début de plan de financement. Vous l'aurez compris, une évaluation d'entreprise, ça ne s'improvise pas, c'est un travail de méthode, de conviction, dans l'analyse des performances historiques, la validation des retraitements, la cohérence des projections et le choix des méthodes à appliquer. La Banque Populaire Rive de Paris est une banque de terrain qui accompagne les dirigeants actionnaires depuis toujours, à toutes les étapes de la vie de l'entreprise, et les évolutions du capital et de l'actionnariat sont des étapes clés de sa pérennité. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite un excellent salon. Voilà pour le process expliqué rapidement sur l'évaluation de son entreprise, de votre entreprise. On va prendre le temps d'échanger avec vous, Denis Coudercher et Jean-Philippe Ferry. Comment être accompagné dans ce process d'évaluation? Qui sont les interlocuteurs et surtout comment évaluer son entreprise? C'est la question que tout chef d'entreprise doit se poser. Comment est-ce qu'on évalue sa société? Donc on va utiliser différentes méthodes. Je le disais, la méthode des multiples, qui est une méthode où on va valoriser en fonction d'un multiple, d'un agrégat financier de la société, qui puisse être son EBITDA, son EBIT ou son résultat net. Il y a également d'autres méthodes. Il y a la méthode des discounted cash flow que peut-être Jean-Philippe pourra évoquer, qui est une méthode qui se base plutôt sur l'actualisation des flux futurs de la société. Voilà, il y a différentes méthodes. Ensuite, on va prendre différentes proportions dans ces méthodes et puis essayer de déterminer un agrégat, je dirais, assez fin, assez moyen, une moyenne en fait de ces différentes méthodes pour fournir une première idée de l'évaluation de l'entreprise. Sachant que l'évaluation d'une entreprise, avant tout, c'est un acheteur qui va acheter une société à un vendeur. Et donc, je dirais que c'est avant tout un topage de main entre deux personnes qui vont s'accorder sur un prix. Jean-Philippe, les deux méthodes que vient de nous présenter Denis, donc la méthode des multiples et des DCF, ce sont les deux méthodes les plus utilisées aujourd'hui quand on souhaite évaluer son entreprise? Oui, c'est des méthodes assez communément admises. Pourquoi? Parce que la méthode sur les multiples, elle va se baser plutôt sur le passé. Donc on va faire un multiple sur la base de performances passées. La méthode DCF, on va plutôt valoriser l'avenir. Donc naturellement, quand on valorise l'avenir, il y a quand même un gros point d'interrogation, c'est comment ça va se passer. Il y a peu de personnes finalement qui arrivent à déterminer comment ça va se passer l'avenir. Mais néanmoins, selon les performances futures, une entreprise qui veut se céder, elle peut plutôt avoir tendance à se dire bah tiens, moi je vais vous valoriser l'avenir parce que toutes les décisions, je les ai prises. Je n'ai pas récolté les fruits, mais par contre, vous allez voir, je vais les récolter les fruits. Et donc, ça va augmenter ma valeur. Alors naturellement, du côté acheteur, on a plutôt tendance à vouloir valoriser sur la base du passé parce que voilà, les performances passées ne préjugent pas des performances futures et donc il y a toujours une discussion et c'est ce qu'évoque Denis et c'est ça qui est intéressant dans ce travail sur l'évaluation et puis dans ce processus de transmission, c'est que c'est une affaire d'homme, il faut se toper dans la main pour réussir d'une valeur à en faire un prix. Est-ce qu'il peut y avoir plusieurs logiques de cession, partielle, totale, donation? Tout à fait, il peut y avoir différentes logiques. On peut être dans des logiques de réalisation partielle ou totale de son patrimoine professionnel. Dans certains cas, on peut avoir des logiques où on va souhaiter transmettre progressivement la société à ses managers, à ses ayants droit. On peut le faire au travers de différents moyens ou différentes sources de financement. Il faut rappeler qu'il y a deux grandes sources de financement pour financer une transaction aujourd'hui sur ce qu'on appelle du non-coté, c'est-à-dire du private equity. Ces deux grandes ressources sont des fonds propres qui peuvent être apportés à la fois
soit par soit des personnes physiques, soit des personnes morales, soit des fonds d'investissement. Et puis la deuxième grande ressource qui permet de financer ce type de transaction, c'est la dette à effet de levier ou la dette, on va dire LBO, plus communément appelée LBO. Et c'est au travers de ces deux grandes ressources qu'on va pouvoir ensuite financer une transaction. Une fois que l'entreprise a été évaluée, comment est-ce qu'on est certain d'avoir sécurisé sa valeur à un instant T? On sait combien elle est valorisée, mais avec la crise sanitaire, justement, est-ce qu'on n'a pas un risque d'avoir une dépréciation au fil des semaines, au fil des mois? Alors, le risque, il existe toujours. Ce qui va être intéressant, c'est dans le processus qui va suivre la LOI, ce qu'évoquait tout à l'heure Denis, qui est le processus à partir duquel il y a un acheteur qui s'est clairement déclaré et qui va mener toutes les diligences pour aller affiner le prix. C'est dans ce processus-là, dans cette période-là, où naturellement, il faut qu'il y ait le moins d'éléments possibles qui soient remontés de toutes les phases de due diligence pour s'assurer qu'entre le prix initial qui avait été défini, qui souvent fait partie d'ailleurs des conditions de la LOI, le prix final, il n'y a pas trop d'écart, mais naturellement dans cette période, il peut y avoir des écarts qui impactent la valeur s'il y a des circonstances qui affectent le marché, parce qu'à la fin, ça reste quand même une opération qui doit affecter le marché ou pas. La LOI, c'est la lettre d'intention qui fixe les paramétrages, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Denis, avant de prendre un mandat, quelles sont les questions que vous posez aux dirigeants qui souhaitent vendre, et est-ce que vous regardez un petit peu le profil de l'acheteur aussi? Alors le profil de l'acheteur, en général, on ne le connaît pas. En tout cas, on peut essayer de le supputer. Ce qu'on va essayer de vérifier auprès du vendeur, avant tout, c'est est-ce qu'il souhaite vraiment vendre? Parfois, on est approché par des dirigeants qui souhaitent, je dirais, avoir une idée de leur entreprise, de savoir comment le marketing de la vente de leur société sur le marché est apprécié et reçu par différents acheteurs. Donc, on va s'assurer d'abord qu'il veut vraiment vendre, parce que c'est toujours dommage pour un dossier de commencer à commercialiser un dossier et puis de se rendre compte à un moment donné que ce dossier, finalement, que le vendeur se rétracte ou qu'il ne veut pas vendre. En général, ça peut, comme on dit, griller un peu le dossier pendant un certain temps sur le marché. Donc on va déjà s'assurer qu'il veut vendre. Ensuite, on va aussi s'assurer de la fourchette de prix qu'il a en tête pour la vente de cette société, parce que s'il a, je dirais, des attentes beaucoup trop élevées, le rôle d'un conseil financier, d'un conseil en fusion-acquisition, c'est de lui dire attention, peut-être que le prix que vous imaginez de votre société n'est pas le bon. Et donc, au travers d'une évaluation d'entreprise, parfois on peut justement le réaiguiller sur la bonne tranche en termes de prix qu'il peut attendre de sa société. Donc on va surtout s'assurer qu'il veut la vendre. On va également s'assurer que sur le marché sur lequel il se situe, il y a des acheteurs potentiels qui sont intéressés parce que la société est sur un secteur intéressant, parce qu'elle bénéficie de cash flow ou de résultats récurrents depuis un certain nombre d'années, ce qui va permettre de la financer plus facilement. Voilà ce qu'on peut demander à un dirigeant. Jean-Philippe, en tant qu'expert comptable et commissaire aux comptes, comment est-ce que vous orchestrez les différentes parties prenantes qui entrent dans ce process d'évaluation d'entreprise ? Alors, l'élément clé pour pouvoir assurer un bon processus, c'est de définir un chef d'orchestre déjà. Donc le chef d'orchestre, bien souvent, c'est le conseiller qui a été désigné par le vendeur. Donc ça peut être quelqu'un qui travaille avec Denis. Enfin voilà, il faut qu'il y ait un chef d'orchestre, et puis ensuite il coordonne les travaux, à la fois des avocats, des experts comptables, des experts techniques, des experts en assurance, enfin tous ceux qui concourent à la due diligence pour s'assurer que le process soit respecté, que le timing soit respecté et qu'on arrive à sortir de tous ces éléments qui sont remontés, les éléments clés qui nécessitent des discussions. Voilà pour cette première partie, l'évaluation d'une entreprise. On vous rappelle que l'idée pour le dirigeant qui cède son entreprise, c'est d'être d'accord avec le projet de rachat et de développement, c'est d'être d'accord avec le projet d'évaluation de son entreprise. La Banque Populaire Rive de Paris vous accompagne dans tout ce processus de valorisation. Une fois que l'accord sur la valeur, les modalités, le paiement du prix et le schéma juridique de la reprise ont été trouvés, eh bien vous laissez faire les experts qui vous accompagnent. Ils feront donc leur travail afin de finaliser la vente ou alors la cession de la société. Je vous rappelle que vous qui nous regardez, vous pouvez évidemment prendre rendez-vous avec les conseillers de la Banque Populaire Rive de Paris, cela en passant par la plateforme du Salon Transfert. On passe maintenant au deuxième dispositif qui vous est proposé par la Banque Populaire Rive de Paris. Il s'agit donc, une fois après avoir passé le process de l'évaluation de votre entreprise, eh bien de passer à la vente. Et dans le cadre d'une vente de société, le dirigeant va donc signer un mandat
mandat de vente. Alors soit directement avec les ingénieurs session transmission de la banque pour les valeurs d'entreprise qui sont inférieures à moins de 15 millions d'euros, soit avec des partenaires qui sont externes, des partenaires privilégiés de la banque. Alors on peut citer Adviso Partners ou Natixis Partners avec des valeurs d'entreprise qui sont cette fois-ci supérieures à 15 millions d'euros. Avant d'échanger avec vous, messieurs, sur ce sujet, je vous propose le témoignage de Jean-Pierre Lemaître. C'est un ancien chef d'entreprise et avec la Banque Populaire de Paris, il a pu revendre son entreprise. Je vous propose de l'écouter. Bonjour, je me nomme Jean-Pierre Lemaître, j'ai vendu mon entreprise en mai 2018. Je me suis rapproché alors pour cette opération d'un de mes partenaires bancaires, la Banque Populaire Rive de Paris. J'ai fait connaissance de la cellule ingénierie financière, spécialisée dans la cession d'entreprise qui m'a accompagné dans ce projet. La société concernée est une PME que j'avais reprise au tribunal de commerce de Bobigny en février 1993, société en redressement judiciaire que j'ai rachetée à la barre. Cette entreprise, localisée aujourd'hui dans le secteur de Marne-la-Vallée, réalisait en 2018 un chiffre d'affaires de 4,4 millions d'euros avec 21 personnes salariées. C'est une entreprise industrielle spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'une part de robinets de bouteilles, de cadres et accessoires pour le secteur des gaz comprimés liquéfiés dissous avec des pressions d'utilisation de 200 à 300 bars et d'autre part de raccords et ensembles montés pour l'industrie frigorifique, notamment la réfrigération fixe et de transport. Dans le cadre d'un départ à la retraite et après concertation avec mon épouse, expert comptable de l'entreprise, nous nous sommes rapprochés en 2017 de la Banque Populaire. Cette banque nous paraissait par son réseau bien implanté dans les territoires et la plus adaptée pour nous accompagner dans cette démarche. J'ai pu apprécier la disponibilité, la compétence de la personne qui nous a accompagnés, par la mise en place d'un processus structuré de recherche de candidats repreneurs, tout en conservant la confidentialité nécessaire à cette opération. J'ai bien expérimenté qu'il était difficile de gérer mon entreprise et dans le même temps rechercher la meilleure solution de cession pour l'entreprise que je voulais transmettre dans les meilleures conditions. Avec l'aide de mon conseiller, j'ai rencontré un candidat repreneur qui m'a convaincu qu'il était la bonne personne pour reprendre l'entreprise et la pérenniser. Mon conseiller a contrôlé l'ensemble du process technique, confidentialité, LOI, closing, mais m'a fait gagner du temps en pilotant le calendrier. C'est un processus qui peut prendre de 10 à 15 mois selon les secteurs d'activité. Pour conclure, l'accompagnement pour la transmission de mon entreprise par la Banque Populaire a été une expérience positive. Voilà donc pour le témoignage de Jean-Pierre Lemaître qui a été accompagné par la Banque Populaire Rive de Paris dans son process de revente d'entreprise. Alors justement, Denis, comment la banque va accompagner les dirigeants dans le cadre d'une vente ? On va les accompagner d'une manière assez simple, c'est-à-dire on va leur proposer un mandat de vente qui est un contrat juridique au travers duquel on prend des engagements vis-à-vis du vendeur ou vis-à-vis de la société qui nous mandate. On prend des engagements entre guillemets sur la valeur du prix, le range de valeur sur lequel on pense pouvoir vendre la société et surtout le process qu'on va mettre en place pour vendre cette société avec différents moments, différentes étapes. Il y a une première étape qui est la recherche d'informations, de toutes les informations à disposition de la société pour les mettre en forme, je dirais de manière comestible pour celui qui va pouvoir les regarder, donc les différents acheteurs. On les met au travers d'un mémorandum d'information, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et puis ensuite, on va sélectionner différentes offres, différents acquéreurs qui vont s'intéresser à la société. On va répondre à leurs premières questions. Et puis ensuite, on va leur demander de matérialiser cet intérêt au travers d'une lettre d'intérêt, d'une LOI. Souvent, on l'appelle LOI. Et au travers de cette LOI, ils vont définir différents paramètres sur quel périmètre ils se proposent de racheter la société, c'est-à-dire quel périmètre juridique, et puis quel périmètre en termes de prix, et sur la base de quels agrégats. Voilà. On parlait tout à l'heure de la méthode des multiples. Et bien, s'ils nous disent qu'ils vont par exemple acheter la société sur la base d'un multiple d'EBITDA, et bien ils vont nous détailler ce qu'ils retiennent dans cet EBITDA et quels sont éventuellement les retraitements qu'ils souhaitent opérer au niveau de cet EBITDA. Tout cela se réalisant dans des conditions de besoin en fonds de roulement, c'est-à-dire d'exploitation normale pour la société. Une fois qu'on a reçu toutes ces LOI, on va sélectionner les meilleures, en tout cas celles qui
auxquelles le dirigeant qui vend va prendre le plus d'attention, celles qui lui semblent être les meilleures, pas uniquement parfois sur le prix d'ailleurs. On peut avoir parfois des considérations également, et souvent même, très souvent, sur quelle sera la pérennité de mon entreprise pour la suite. Est-ce que mes salariés seront conservés? Est-ce que l'ensemble de mon management, de ma première ligne, de ma seconde ligne, de ma troisième ligne sera conservé? Donc on va sélectionner différentes offres et puis ensuite on va donner une exclusivité à l'un de ces 3 ou 4, je dirais, acquéreurs qui auront été sélectionnés, une exclusivité de quelques mois qui va permettre ensuite de pouvoir finaliser les différentes conditions et les différents d'affiner tout le paramétrage de la lettre d'intention qu'on aura reçue. Jean-Philippe, comment est utilisée cette exclusivité qui va donc durer quelques mois? C'est ce que nous a Denis il y a quelques instants. Que va-t-il se passer pendant cette période-là? Ce qui va se passer, c'est une période de due diligence, donc de période pendant lesquelles des conseillers de l'acheteur, hypothétiques acheteurs, vont pouvoir aller intervenir dans le cadre d'opérations et de data rooms qui leur sont ouvertes pour aller regarder l'ensemble des process de l'entreprise, l'ensemble des éléments qui permettent de valider le prix. Denis évoquait un certain nombre d'agrégats, il faut aller les checker, ces agrégats, sur le passé, les projeter sur le futur, aller regarder les contrats, définir tout ce qui est hors bilan, finalement, tout ce qui peut impacter la valeur, travailler sur la dette nette, ce qu'évoquait Denis sur la valeur des titres. La valeur des titres, c'est la valeur de l'entreprise plus la dette nette. La dette nette qui est souvent d'ailleurs négative parce que quand il y a de l'endettement, ça a tendance à diminuer la valeur des titres. Tout ça, c'est des agrégats qu'il va falloir aller définir dans la période qu'il y a entre la LOI et la fin de l'exclusivité. Parce qu'à la fin de l'exclusivité, il faut arrêter définitivement le prix pour qu'il y ait accord entre les parties. Pendant ce process, la Banque Populaire Rive de Paris est l'interlocuteur unique du chef d'entreprise qui veut vendre sa société? C'est l'interlocuteur, c'est le chef d'orchestre, je vais reprendre le terme utilisé tout à l'heure par Jean-Philippe, c'est le chef d'orchestre des différents conseils qui gravitent, qui sont autour du dirigeant. Il peut y avoir son conseil en fiscalité, il peut y avoir également son conseil juridique, il y a son expert comptable, et donc toutes ces parties vont être autour du dirigeant, vont le conseiller, vont être également autour de l'acheteur. Donc en fait, c'est pas le conseiller en FUSAC qui fait tout, il orchestre les différents intervenants, côté acquéreur et vendeur d'ailleurs. Côté acquéreur, effectivement, le conseil en FUSAC, s'il y en a un, va orchestrer les due diligence juridique, financière, fiscale, sociale. Et ensuite, toute la partie juridique, l'avocat du dirigeant ou l'avocat de la partie acheteuse va ensuite mettre en forme toutes ces pensées dans un acte juridique qui permettra ensuite d'être signé par toutes les parties. Jean-Philippe, comment est-ce que les experts comptables interviennent en amont et pendant la vente? De quelle façon vous accompagnez aujourd'hui les chefs d'entreprise? Alors, on intervient en amont quand on est côté vendeur pour faire ce qu'on appelle des vendeurs due diligence. Donc, c'est le vendeur qui veut mettre à disposition de tous les potentiels acheteurs un certain nombre d'informations et de data financières. Et donc, dans ces cas-là, on fait ce qu'on appelle des VDD, donc vendeur due diligence. Et là, on accompagne nos clients. Quand on est du côté acheteur, on intervient, vous l'avez compris, une fois que la LOI, la lettre d'intention est signée. Et là, on intervient sur la phase de due diligence pour travailler l'ensemble des agrégats dont on parlait tout à l'heure. Et puis, on intervient en fin de phase sur la négociation du prix, parce que là, on est dans le conseil à l'acheteur, et donc du coup, toutes les sensibilités de ce qu'on a pu percevoir dans l'entreprise, on va les faire ressortir à travers nos conseils pour dire, attention, il faut, en jouant sur tel agrégat, ça diminue la valeur, ou attention, si on ne définit pas les choses de cette façon-là, la dette nette va être trop importante. C'est des choses qui sont dans l'accompagnement en début, en milieu et puis en fin de phase. Donc il existe bien une notion pour réajuster la valeur de l'entreprise à la hausse comme à la baisse en fonction de différents paramètres dans le process de vente? Tout à fait, oui. En fait, on va dire... C'est un peu comme un jeu. Côté vendeur, on va essayer d'optimiser l'agrégat financier qui va être ensuite le sous-jacent du multiple. Si on dit que le multiple est de 8 fois et que l'agrégat vaut 100, il vaut mieux finalement avoir un agrégat qui se fait 110 ou 120. On va gagner un peu de prix à la fin. Et de l'autre côté acquéreur, on va plutôt chercher... Je dirais encore une fois, ça reste un jeu et ça reste un échange entre deux parties. On va plutôt chercher là à minimiser cette valeur de 100 pour plutôt la faire tendre vers 90 ou vers 85. Des délais tout à l'heure entre 9 et 15 mois, c'est ce que vous nous disiez. Que se passe-t-il si l'entreprise ne trouve pas acquéreur? Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là?
Dans ces cas-là, il y a souvent une interrogation sur la stratégie, sur le positionnement que l'on a sur le marché, sur la valeur que l'on a définie. Peut-être que les agrégats sont trop élevés, que l'entrepreneur qui est cédant, qui a développé son business, en veut trop. On veut trop, et donc du coup, ça ne trouve pas acquéreur. C'est une loi de l'offre et de la demande. Donc quand on est dans des business sur lesquels les perspectives d'avenir posent question, on peut en effet avoir des éléments qui font que on trouve pas acquéreur. Justement, avec la crise actuelle, est-ce que la durée des deals n'est-elle pas rallongée en ce moment, Denis ? Forcément, la durée des deals, elle est rallongée parce qu'on est dans un marché aujourd'hui qui, comme je le disais tout à l'heure, on est dans un environnement qui est assez incertain. Donc, en environnement incertain, c'est compliqué de prendre les bonnes décisions. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, quand on a un bel actif et qu'on a vraiment décidé de le vendre et qu'on a le bon prix en face ou en tout cas le bon projet en face, on vend. Donc le délai ne se rallonge pas. Mais aujourd'hui, c'est clair qu'il y a moins d'opérations. Donc forcément, c'est que le délai s'est rallongé pour beaucoup d'opérations et sur le marché. Ça, c'est évident. Je rappelle à vous qui nous suivez, vous pouvez évidemment prendre rendez-vous avec les conseillers de la Banque Populaire Rive de Paris en passant par la plateforme du salon Transfert. La Banque Populaire Rive de Paris qui vous accompagne dans le cadre de rachat de sociétés. On parle donc maintenant de rachat. Denis, on parle de rachat ouvert et de rachat ciblé. Quelle est la différence ? Alors on parle de mandat ciblé d'achat ou de mandat ouvert d'achat. Côté Rive de Paris, on se place plutôt sur les mandats ciblés d'achat. Pour vous faire une image, un mandat ouvert d'achat, c'est quoi? C'est en fait, c'est quelque part chercher une aiguille dans une meule de foin, une aiguille finalement qui a à peu près la même couleur que le foin, donc c'est assez compliqué à trouver. En revanche, un mandat ciblé d'achat, on va définir différentes cibles dans la meule, différentes aiguilles avec des couleurs différentes, et donc ce sera beaucoup plus facile de les trouver dans la meule. Voilà, ça c'était pour faire l'image. C'est plus compliqué aujourd'hui d'acheter une société que d'en vendre une. Parce que quand on choisit de vendre une société, on connaît tout le paramétrage de la société, on a déjà screené un peu le marché, c'est-à-dire on a fait un éventail de tout ce qu'on pouvait trouver d'acquéreurs sur le marché. Quand on est à l'achat, si on a quelques cibles identifiées, on ne sait pas si en face il y a une personne qui est prête à vendre, on ne sait pas si le prix qu'on veut y mettre, la personne en face est prête à l'accepter, ou si le projet qu'on porte, la personne en face qui va potentiellement vendre sa société est prête à y adhérer. Donc c'est beaucoup plus compliqué d'acheter, et c'est pour ça qu'en général, quand on prend un mandat d'achat, on prend un mandat d'achat ciblé, c'est-à-dire on demande aux dirigeants de nous fournir une liste où on l'aide à réaliser une liste d'acquisitions potentielles, et ensuite on va aller travailler uniquement sur ces acquisitions, comme ça il y a moins de frustration de part et d'autre. Pour le conseil, il ne va pas chercher quelque chose de très compliqué à trouver, de trop compliqué à trouver. Et puis pour le vendeur, pour l'acheteur potentiel, celui qui vous mandate, là, il va tout de suite savoir si sur la dizaine de cibles qu'il avait présélectionnées, il y a une opportunité ou il n'y a pas d'opportunité. Et alors pour celui qui veut racheter, quels sont les interlocuteurs privilégiés? Est-ce qu'on garde les conseils historiques avec lesquels on a l'habitude de travailler? C'est mieux de garder les conseils historiques, c'est souvent ce qu'on dit à un dirigeant. On lui dit surtout ne croyez pas que parce que vous allez prendre la Banque Populaire Rive de Paris comme conseil en fusion-acquisition, vous devez faire fi de tous les conseils qu'on vous a donnés pendant des années, tous les conseils qui sont autour de vous. Au contraire, il faut s'appuyer sur ces conseils parce que c'est eux qui, je dirais, connaissent l'histoire de la société, connaissent dans le détail les comptes de la société, tout le détail de ces comptes dans l'historique qui va souvent être épluché très finement par l'acquéreur. On va s'appuyer également sur tout son environnement patrimonial, juridique. Est-ce qu'il a bien fait les donations qu'il devait faire? Est-ce que toute l'organisation autour de lui est la bonne? Donc non, on s'appuie bien sûr sur ces conseils. C'est de la même chose que quand on est côté vendeur. On va essayer de trouver les meilleurs conseils s'il n'en a pas. Et s'il en a, on les garde, bien sûr. Jean-Philippe, vous vouliez réagir à ce que Denis vient de dire? Non, je partageais ce point de vue parce qu'on est dans un environnement où ce qu'on cherche, c'est à créer la confiance et que ce lien de confiance qui est créé entre les conseils soit maintenu pour arriver à un bon deal. Et ça, c'est important du coup de maintenir le bon niveau relationnel. Quel est le travail, l'accompagnement des experts comptables dans cette phase de rachat d'entreprise? L'accompagnement, c'est un accompagnement dans la continuité, c'est de rassurer.
je cherchais le bon terme, mais finalement c'est de rassurer. De rassurer quand on est côté cédant, c'est de dire finalement la stratégie de cession, elle a été pensée en amont, on arrive sur quelque chose, l'interlocuteur qui a été ciblé par le conseil, c'est le bon interlocuteur, celui qui s'est positionné, voilà. Et de réussir à rassurer pour qu'à la fin on arrive sur un deal, parce que souvent il y a une forme de négociation, il y a des compromis à faire, et donc un compromis, il y a quand même une forme de renoncement, et donc il faut être dans ce processus d'écoute et de conseil, de rassurer pour que le deal se fasse. À la fin, c'est l'intérêt de tout le monde. Le rachat peut se faire aussi par des fonds d'investissement. Dans ces cas-là, Denis, quelle est la stratégie de développement dans ce cas précisément ? Alors, il y a pas mal de fonds d'investissement qui mènent des stratégies qu'on appelle de buy and build, c'est-à-dire qu'ils achètent pour construire un ensemble plus gros. Donc souvent, ils vont se porter acquéreurs d'abord d'une société qui sera la base, je dirais, de la construction qu'ils vont ensuite établir. Et puis ensuite, ils vont aller racheter différentes sociétés, souvent plus petites, qu'ils vont pouvoir acheter à des multiples un peu plus faibles que celles que la première base, la première pierre qu'ils ont fondée pour ériger cette maison, cette grande maison. Et donc, ils vont chercher des sociétés qui ont des valeurs plus petites, qui ont des multiples plus petits, puisqu'à partir du moment où ils vont l'intégrer au sein du nouvel ensemble, le multiple, je dirais, qui prévalait pour la base, s'appliquera également sur la petite société. Donc, en agglomérant différentes petites structures sur une base établie qui vaut un peu plus d'argent au départ, ils vont être capables de mener des stratégies assez ambitieuses et assez créatrices de valeur pour les managers qui sont à leur côté et pour eux-mêmes, bien sûr. Être racheté par un fonds d'investissement ou être racheté par un indépendant, c'est une notion que le vendeur doit avoir, une question qu'il doit se poser aussi ou pas forcément ? Forcément, c'est une question qu'il doit se poser. Maintenant, aujourd'hui, il se pose la question parce qu'il va toujours se dire, si je fais rentrer un fonds d'investissement, est-ce qu'il n'y a pas un risque pour ma société ? Est-ce qu'il n'y a pas un risque pour mes salariés ? Est-ce qu'il n'y a pas un risque pour le devenir de mon entreprise ? Il a raison de se poser ces questions, mais il se les posera aussi si c'est un industriel qui se rapproche de lui, parce que pour le coup là, autant un fonds d'investissement va souvent s'appuyer sur le management en place pour pouvoir ensuite mener une stratégie de build-up, autant un industriel qui va s'intéresser à un de ses pairs, il a souvent des doublons qui sont quasiment déjà établis en termes de direction financière, de direction juridique, de direction clientèle ou autre, et là il peut y avoir en tout cas une appréhension sur le fait qu'un industriel vienne l'acquérir. Donc parfois je dirais qu'un dirigeant qui vend sa société peut parfois avoir plus peur finalement d'un industriel que d'un fonds d'investissement qui, de toute manière, pour réussir son projet, devra s'appuyer sur le management en place. On se dit que pour un vendeur, le but c'est d'être payé le plus tôt au plus grand prix, pour l'acquéreur de payer le moins cher et d'être payé et de payer le plus tard. Est-ce que c'est concrètement toujours le cas, Jean-Philippe ? Oui, c'est globalement le cas. On peut dire que c'est globalement le cas. Et puis ce qui fait qu'on arrivera à un accord, c'est la capacité de l'acheteur à développer une stratégie de développement du business. Parce que c'est ça qui fait qu'à la fin il y a un deal. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui va croire qu'il va réussir à développer de manière substantielle le business pour avoir un retour sur investissement le plus rapidement possible. Donc voilà, il faut que ça soit un compromis à une juste valeur où chacun y trouve sa contrepartie. Oui, alors forcément, le prix a une influence sur le choix. Mais comme je le disais tout à l'heure, il peut y avoir parfois d'autres considérations, des considérations plus sociales, plus sociétales, on va dire, voire même parfois environnementales. Donc, mais c'est souvent quand même le meilleur prix qui est retenu. Maintenant, je vous le dis, entre un projet industriel et le projet d'un fonds qui va garder le management, si ce qui intéresse le dirigeant, et c'est souvent ça quand même qui intéresse le dirigeant, puisque quelque part il vend une partie de lui au moment où il vend sa société, et bien souvent parfois la solution du fonds sera peut-être pas forcément la plus mauvaise pour lui, et surtout pour la pérennité de sa société et pour la pérennité, je dirais, de l'emploi au sein de sa structure. En tout cas, c'est quelque chose, à la Banque Populaire de Rive de Paris, c'est quelque chose qu'on essaye de bien lui mettre en tête avant de choisir différents acquéreurs, où c'est de bien penser à ce qui va se passer après. Alors vous pouvez, je vous le rappelle, entrer en contact avec les conseillers de la Banque Populaire Rive de Paris via la plateforme du Salon Transfert. Vous en savez donc un peu plus maintenant sur les conseils, l'accompagnement de la Banque Populaire Rive de Paris dans le cadre de FUSAC. On parle un petit peu d'argent, parce que c'est aussi le nerf de la guerre forcément. Combien et comment paye-t-on un conseil en FUSAC et combien ça coûte précisément, Denis ? À la Banque Populaire Rive de Paris, ça coûte pas cher, bien évidemment, comme notre nom l'indique. Non, je dirais qu'en fait, il y a deux grands moyens de rémunérer un conseil en fusion-acquisition. Il y a la rémunération fixe,
qui est une toute petite partie finalement de la rémunération, c'est ce qu'on appelle le retainer. C'est ce qui permet en fait au vendeur de s'assurer que le conseil en fusion-acquisition va bien travailler sur son dossier, et c'est ce qui permet au conseil de s'assurer que le vendeur est bien vendeur. Donc ça, c'est une petite partie du prix, ça va être quelques KE ou quelques dizaines de KE maximum. Et puis la grosse partie du prix, en fait, la grosse partie de sa rémunération, ça va être au success fees. C'est-à-dire ça va être un pourcentage sur soit la valeur de l'entreprise, soit la valeur des titres. Voilà. Donc, et ce pourcentage peut varier de un peu moins de 1% jusqu'à plusieurs pourcents. Parfois, on peut également mettre, je dirais, une incitation à vendre le plus cher possible, c'est-à-dire qu'on va mettre ce qu'on appelle des kickers, c'est-à-dire qu'au-delà d'un certain prix, on va augmenter le pourcentage de rémunération au succès. Voilà. Jean-Philippe, pour les experts comptables que vous représentez aujourd'hui, comment résumer votre accompagnement dans ce type de dossier ? Comment le résumer ? On pourrait le résumer avec le slogan qui est assez cher à notre cœur au sein d'Inextinso, c'est être là et rendre clair. Et finalement, je trouve que ça résume relativement bien la façon dont on souhaite accompagner l'ensemble de nos clients dans ce processus clé qui est le processus de la cession ou transmission. Denis, on va rappeler les points importants dans le cadre donc, de Fusac. S'il fallait résumer l'accompagnement de la Banque Populaire Rive de Paris, qu'est-ce qu'il faut retenir ? C'est avant tout un accompagnement en proximité. On a aujourd'hui 4000 entreprises, 40 000 professionnels au sein de notre clientèle. Donc, ils ont en face d'eux des conseillers professionnels, des conseillers entreprises qui peuvent répondre à leurs besoins, qui vont les orienter vers la bonne expertise. En l'occurrence ici, une expertise en fusion-acquisition, mais il peut y avoir d'autres expertises qui sont également sollicitées. Mais le sujet aujourd'hui, c'est la fusion-acquisition. Donc, j'ai envie de leur dire, voilà, c'est beaucoup de proximité avec leurs conseillers pour parler des sujets qui sont les leurs, des sujets je dirais, de valorisation de leur patrimoine professionnel. L'autre grande force qu'on va avoir dans ce type de projet, c'est notre engagement. On va être fortement engagé dans le projet. En général, quand on prend un mandat de vente ou quand on fait une évaluation d'entreprise, on l'emmène jusqu'au bout. Je dirais, c'est à la fois la notoriété de notre client qui est en jeu, mais c'est également la nôtre. Et dans notre accompagnement, on se veut de toute façon proche et engagé. Proche et engagé. Merci beaucoup. Je rappelle, Denis Coudercher, que vous êtes directeur grandes entreprises et des ingénieries à la Banque Populaire Rive de Paris. Jean-Philippe Ferry, vous êtes président de l'association Initiative Essonne, qui est le premier réseau associatif de financement et d'accompagnement des créateurs d'entreprises. Vous êtes également expert comptable et commissaire aux comptes. Je vous rappelle que vous pouvez bien évidemment entrer en contact avec les conseillers de la Banque Populaire Rive de Paris, avec la plateforme Transfert, mais également vous pouvez les contacter directement sur les réseaux sociaux et en passant par le site de la Banque Populaire Rive de Paris. Merci d'avoir été avec nous, merci de nous avoir suivis.